Un protocole avec les FDLR soulève des interrogations. En République démocratique du Congo, l'annonce d'un protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement signé avec les FDLR suscite de nombreuses réactions. Ce groupe armé actif dans l'est de la RDC est composé à l'origine d'anciens responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et au cœur des préoccupations sécuritaires de la région. Sa neutralisation figure parmi les engagements pris par la RDC dans le cadre de l'accord de paix de Washington. Pourtant, cette annonce soulève une contradiction relevée par plusieurs observateurs. Pendant des années, les autorités congolaises ont rejeté les accusations de collaboration entre les éléments des FDLR et les forces de sécurité de la RDC. Alors que le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, annonce officiellement la signature d'un protocole avec ce même groupe, cette évolution soulève une question de fond. Pourquoi conclure aujourd'hui un accord avec un groupe dont les liens avec les autorités étaient jusqu'ici officiellement rejetés? Plusieurs observateurs s'interrogent également sur la portée de ce protocole au regard des engagements de Washington. Au studio pour un décryptage là-dessus, nous sommes avec Albert Rudatsimburgwa, analyste politique sur les questions sécuritaires et diplomatiques dans la région des Grands Lacs. Albert, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment interprétez-vous l'annonce par Kinshasa d'un protocole avec les FDLR? C'est un énième, je dirais, comédie de la part du gouvernement congolais. Depuis le début, en fait, on est dans une situation où le gouvernement, enfin le président Tshisekedi a signé le 4 décembre dernier un protocole d'accord qui devrait amener paix et prospérité dans la région. Et évidemment, pour cela, il faut que la guerre s'arrête, que les gens puissent vivre en paix. Et pour que ça se passe, un des problèmes majeurs, c'est justement le démantèlement des FDLR. Et depuis décembre, on est fin juillet, et c'est toujours rien passé. Donc, cette annonce-ci, c'est certainement parce que, à mon avis, à l'heure qu'il est, il y a eu tellement de certaines négociations, je dirais, peut-être dans les couloirs à Washington, à gauche, à droite, pour mettre un peu de la pression sur Kigali, sur le Rwanda, chose qui a été faite, mais ça n'a pas donné d'autres résultats. Et surtout, Kigali dit, oui, mais on s'est toujours pas occupé des FDLR. Donc, une façon, à mon avis, justement, de vouloir camoufler ça, en disant, ah, ils sont d'accord. S'ils étaient d'accord, il suffit de les donner. Oui. Alors, parlons à présent de déclarations contradictoires autour de ce protocole. Donc, est-ce que ça risque pas d'affecter la confiance entre la RDC, le Rwanda et le reste, donc, des personnes engagées dans ce processus d'accord de Washington? Je crois pas qu'il y ait déjà de la confiance. Je veux dire, je crois que les pays signent chacun de leur côté d'une certaine façon. Je sais pas, mais il me semble avoir déjà entendu le président du Rwanda le dire clairement que cette personne-là, qui est le président actuel à Kinshasa, donc Tshisekedi, ne respecte jamais ses engagements. Donc, signer pour lui, c'est pas quelque chose de fondamental, quelque chose. Il n'a pas cette culture d'honorabilité, de respecter ses engagements. Donc, je ne crois pas que pour le Rwanda, ceci soit vraiment une surprise. Je crois même que c'est ce que le Rwanda s'attendait à ce qu'ils allaient se passer. Maintenant, il fallait que les Américains eux-mêmes le voient. Voilà, alors revenons sur le CONOPS, avant juste de parler du fait que les FDLR comment ils sont qualifiés par les Nations Unies et tout ça. Depuis longtemps, depuis quelques années, le régime de Kinshasa refusait, il disait que FDLR n'existe pas, et maintenant il vient d'y avoir les accords. Quel est votre point de vue sur ça, ou bien l'analyse sur ça? Oui, et en plus c'est pas aussi clair que ça, puisque je veux dire, vous savez, déjà, il y avait eu Luanda, soi-disant. Et Luanda, s'il s'agissait des FDLR, non, mais pas seulement des FDLR, parce qu'il fallait que Kinshasa parle aussi avec l'M23. Mais vous savez, en fait, il y a peut-être un côté que les gens n'évoquent pas, mais c'est que Kinshasa voudrait qu'en fait Kigali, soi-disant, arrive aussi à parler avec le FDLR, à négocier, ce qui est impossible. C'est impossible. Donc, tandis que le M23
qui eux, en fait, ont été reconnus aussi comme faisant partie des gens parce qu'ils ont déjà les Kivu. Donc, je veux dire, Kinshasa ne peut pas faire maintenant... Pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas voulu parler avec le M23. Donc, Kinshasa a aussi, d'une part, voudrait mettre ça sur la même... je veux dire, en même équilibre que si Kinshasa doit parler avec le M23, Kigali devrait parler avec le FDLR. Mais les FDLR n'ont pas de territoire au Rwanda. Ils n'ont même jamais gagné une bataille. Et c'est un groupe génocidaire. C'est des gens qui ont été condamnés par tout ce qui puisse condamner ce genre de choses. Que ce soit l'ONU, que ce soit tellement d'instances. Donc aujourd'hui, de toute façon, le Rwanda dit simplement débarrassez-vous de ces FDLR. Kinshasa a souvent dit qu'il n'y en avait pas, qu'ils n'étaient plus là, que en fait c'est une invention du Rwanda. Pourtant, en décembre dernier, oui, c'était quand Goma est tombé, en tout cas, parmi les gens qui ont été faits prisonniers, il y avait des FDLR. On les a exposés, on les a montrés. Il y en a même qui étaient recherchés pour des crimes qu'ils avaient commis au Rwanda et qui vont suivre le chemin de la justice. Et d'autres FDLR, il y a en fait, il y a une chose que peut-être les gens ne savent pas en dehors de ça, c'est que le Rwanda ne prend pas ces gens pour aller les mettre à l'abattoir. Les FDLR qui ont été capturés ou d'autres qui se sont rendus, ils passent par, en fait, je dirais, un camp d'acclimatisation. Parce que le Rwanda, en fait, pour le Rwanda, les FDLR, c'est des Rwandais. Et le Rwanda est toujours prêt à leur donner une seconde chance, parce que si, en fait, ils veulent se défaire de cette idéologie génocidaire, qu'ils puissent réintégrer simplement la société. Et c'est pour ça qu'ils passent à Mutobo, où ils passent tout un temps pour qu'ils puissent pour être mis à l'aise, qu'en fait, ça ne sert à rien d'être FDLR, d'être génocidaire. Pour une bonne réintégration. Voilà, ils peuvent simplement se réintégrer d'après leurs compétences, et le gouvernement les aide à se réintégrer avec un certain, je dirais, petit capital pour commencer, leur trouver peut-être des emplois et tout ça, etc., etc. Que ce soit en plus leur famille, avec les enfants et tout ça. Il y en a des milliers qui sont déjà rentrés. Oui. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour le Rwanda. Pour le régime à Kinshasa, qui ne comprennent rien, qui viennent à peine en fait de commencer il y a quelques années là. Mais tout ça, c'est des choses qui ne connaissent même pas. Donc les FDLR qui rentrent ici, et ceux qui doivent passer en justice, ils passent en justice. Après, s'ils ont terminé leur peine, ils réintègrent la société. Donc pour le Rwanda, pourquoi est-ce que c'est important? C'est aussi parce que quand on dit que c'est une menace existentielle, c'est pas seulement la menace physique qu'il y a, mais c'est la menace qu'il y a de toute la reconstruction qu'a fait le Rwanda après le génocide. Parce qu'au moment du génocide, quand le FPR, qui gagnait la guerre, s'est imposé de ne pas permettre, de ne pas tolérer des vengeances personnelles, c'était pour permettre à la justice post-génocide de pouvoir remettre les Rwandais ensemble. Et c'est ça qui s'est passé, ça veut dire ceux qui ont fait leur peine ont été réintégrés et vivent maintenant depuis 30 ans. Et toute cette conception qui était colonialiste, qui avait créé des ethnies qui n'existaient pas, les Hutus, les Tutsis, etc., alors que maintenant, le post-94, c'est Ngumunyarwanda. On est des Rwandais. Le FDLR, en entretenant cette idéologie génocidaire, est effectivement une menace. Évidemment, le Rwanda a les moyens, mais je veux dire, c'est contradictoire, ça contredit toute cette reconstruction du tissu, je dirais, de la société et de la culture rwandaise. Ouais. Vous venez de mentionner réintégration et aussi FDLR. Tout à l'heure, on a vu deux témoignages des Congolais qui ont clairement dit que par la MONUSCO, on leur avait promis de l'argent pour qu'ils puissent être acceptés d'être FDLR et être rapatriés. Ah oui, non, il y a aussi autre chose, ça c'est vrai, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi la force onusienne, et forcément, je veux dire, une force onusienne qui a commencé en 98.
Elle s'appelait MONUC et quelques années après, elle est devenue MONUSCO. Mais c'est 98 qu'elle commence. Il y avait tout juste 4 groupes armés, dont les FDLR. On est pratiquement 28 ans plus tard, 3 décennies. On est passé de 4, on est à plus de 280. Je dis, et cette MONUSCO est toujours approvisionnée par New York, par le Conseil de sécurité. Il doit certainement avoir quelque chose. Et surtout qu'on n'a pas de résultats. Je veux dire, comment faire tout ce temps-là sans avoir de résultats? Au contraire, c'est pire. On était à 4, on est à peu près à 280 groupes armés aujourd'hui. Et pendant toutes ces années-là, on a eu régulièrement des rapports qui ne finissent jamais au Conseil de sécurité, mais qui passent, ce sont des enquêtes qui ont été faites, etc., qui a quand même une certaine collusion entre la MONUSCO et les groupes armés qui sont sur place. Que soit c'était l'achat de pierres précieuses, soit c'est l'achat d'or, soit c'est l'achat je dirais, d'ivoire, et des trafics d'armes et de munitions. Et moi-même, ayant quand même fait pas mal de reportages sur cette région depuis tout ce temps-là, depuis 3 décennies, il y a combien de fois, par exemple, la MONUSCO n'est pas intervenue pour même aider des FDLR. Je veux dire, même soigner, au lieu de les arrêter tout simplement et de les livrer dans les camps de réhabilitation. Donc, je veux dire, que ça se passe encore aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Alors, par rapport au fait que on parle de réintégration, au cas où ce sont les FDLR donc, qui revenaient, et qu'il y a 2 témoignages. Donc, maintenant, on va parler parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport au fait que le régime de Kinshasa peut utiliser les FDLR comme prétexte. Donc, tout cela. Quel est votre point de vue sur ça? Ah bon, il n'y a pas simplement cela, parce qu'en fait, au-delà de ça, je crois, je ne sais pas si vous en avez parlé dans vos nouvelles, mais par exemple, depuis quelques mois, je veux dire, il y a par exemple des personnalités rwandaises de l'ancien régime, entre autres le fils du président Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, qu'on a vu à plusieurs reprises à Kinshasa. Et d'autres personnalités aussi des mouvements qui étaient les mouvements, je dirais, génocidaires, comme le MRND de Habyarimana. Et c'est comme si Kinshasa demandait à tous ces gens-là de travailler ensemble, de se connecter. Donc je veux dire, Kinshasa ne s'est jamais caché du fait qu'ils n'ont que, pour eux en fait, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de, soi-disant, changer le régime du Rwanda. Et donc, que ce soit avec les FDLR ou les gens qui sont autour, parce qu'il n'y a pas simplement Jean-Luc Habyarimana, il y a aussi Fabien Singae, qui est le beau-frère de Kabuga, qui est décédé dernièrement, mais qui était le financier même du génocide. Donc, je veux dire, Kinshasa est en liaison directe avec tout ce qui touche aux génocidaires qui ont commis le Rwanda, ici en 1994, et qui ont continué à entretenir, en fait, cette idéologie dans toute la région. Et 30 ans, ce virus, cette idéologie a infecté tout les Kivu. Parce que c'est au-delà même des populations Banyarwanda, les rwandophones du Congo. Au-delà de ça, ça a infecté tellement d'autres Congolais aussi. Donc je veux dire, aujourd'hui, même si on se débarrasse des FDLR, ce serait une bonne chose, mais il y aura encore de toute façon, maintenant, tous ceux qui ont maintenant, je dirais, mordu à cette idéologie et qui se retrouvent dans le Kivu. Il y a quand même pas mal de parlementaires, ou en tout cas des gens dans la politique, des représentants nationaux comme Bidakwira, etc., au Congo, qui continuent à répandre ce genre d'idéologie. Oui. Alors, selon vous, quelles seraient les prochaines étapes indispensables pour garantir en fait une mise en œuvre crédible des engagements prévus pour les accords de Washington? C'est difficile. C'est vrai qu'il y avait le CONOPS et que déjà, jusque-là, le CONOPS, il n'y a aucune opération en équipe. Voilà, je veux dire, le problème, c'est que, encore une fois, c'est ce que disait le président Kagame au sujet du président Tshisekedi, c'est qu'il ne respecte jamais ses engagements. Or, surtout que pour l'instant,
il y a quand même une autre facette dont on ne parle pas. Une des raisons qui font que Tshisekedi ne se presse pas, c'est parce que il a aussi lui-même un problème parce qu'il tombe en fin de mandat. Et que son problème, c'est qu'il voudrait absolument qu'il puisse briguer un troisième mandat. Parce que s'il ne brigue pas un troisième mandat, il risque beaucoup. Parce que tout ce qu'il a fait pendant ce premier et ce deuxième mandat, il a des casseroles, il a des squelettes dans ses placards. Si la situation de guerre continue, il peut peut-être jouer là-dessus. Donc il a plusieurs vraiment, je dirais, problèmes qui se présentent là. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, parce que la pire des choses pour lui, ce serait, je dirais, d'avouer ou bien d'accepter que cette guerre, il ne pourra jamais la gagner. Et que donc, pour lui, c'est le plus important, c'est que les FDLR ne sortent pas de leur rôle de protecteur. Ça veut dire que pour lui, c'est avantageux de garder les FDLR actifs et armés en République. C'est sa ligne de vie. C'est vraiment sa ligne de vie. Donc je ne vois vraiment pas Tshisekedi livrer les FDLR. Ouais. Sans les FDLR, il n'a plus même une force armée. Parce que les seules personnes qui résistent, c'est les FDLR, avec éventuellement l'armée burundaise. Mais c'est certainement pas les FARDC. Merci beaucoup, Albert, pour votre temps. Merci pour ce décryptage. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique et spécialisé dans les questions de la région des Grands Lacs. Merci, oui. Merci. Voilà, c'est par ici que prend fin Polyscope 360 d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez en train de nous suivre. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.